Le vent m'empêche d'avancer. Mais voici mon père qui se promène devant moi. Je lui crie « Où est grand-mère? Dis-moi l'adresse. Est-elle bien? Est-ce bien sûr qu'elle ne manque de rien ?» Mais non, me dit mon père, tu peux être tranquille. Sa garde est une personne ordonnée. On envoie de temps en temps une toute petite somme pour qu'on puisse lui acheter le peu qui lui est nécessaire. Elle demande quelquefois ce que tu es devenu. On lui a même dit que tu allais faire un livre. Elle a paru contente. Elle a essuyé une larme. L'andante venait de finir sur une phrase remplie d'une tendresse à laquelle je m'étais donné tout entier. Alors, il y eut, avant le mouvement suivant, un instant de repos où les exécutants posèrent leurs instruments et les auditeurs échangèrent quelques impressions. Un duc, pour montrer qu'il s'y connaissait, déclara « C'est très difficile à bien jouer ». Des personnes plus agréables causèrent un moment avec moi, mais qu'étaient leurs paroles, qui, comme toute parole humaine, extérieure, me laissait si indifférent à côté de la céleste phrase musicale avec laquelle je venais de m'entretenir. J'étais vraiment comme un ange qui, déchu des ivresses du paradis, tombe dans la plus insignifiante réalité. Et de même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées, la communication des âmes. Elle est comme une possibilité qui n'a pas eu de suite. L'humanité s'est engagée en d'autres voies, celle du langage parlé et écrit. Mais ils se turent. Sous l'agitation des trémolos de violon qui la protégeaient de leur tenue frémissante à 2 octaves de là, et comme dans un pays de montagne, derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade, on aperçoit 200 pieds plus bas la forme minuscule d'une promeneuse, la petite phrase venait d'apparaître, lointaine, gracieuse, protégée par le long déferlement du rideau transparent, incessant et sonore. Et Swann, en son cœur, s'adressa à elle comme à une confidente de son amour. D'un rythme lent, elle le dirigeait, ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée, et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction. Et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une 3e fois. Et elle reparut, en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas !» Ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'était réveillé et à tire-d'aile était remonté lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites « temps où j'étais heureux »,« temps où j'étais aimé », qu'il avait souvent prononcées jusque-là, et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait enfermé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien, il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revit tout. Les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres. L'adresse en relief de la maison dorée sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant ». Le rapprochement de ses sourcils quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ».
Il sentit l'odeur du fer du coiffeur par lequel il se faisait relever sa brosse pendant que l'Oredan allait chercher la petite ouvrière. Les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, toutes les mailles d'habitudes mentales, d'impressions saisonnières, de réactions cutanées qui avaient étendu sur une suite de semaines un réseau uniforme dans lequel son corps se trouvait repris. Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui, en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrarierait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer chez lui, appartenait bien à un monde mystérieux d'où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile en face de ce bonheur revécu, un malheureux qui lui fit pitié parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même.